Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle petite vidéo, je me suis demandé un petit peu ce que j'allais vous proposer. Mais alors avant ça, je me la pète, hein. L'introduction c'est en une prise. Tac. Et donc je me suis dit, on va repartir sur une vidéo Mangatech, on va refaire un petit peu le tour comme ça de tout ce qu'il y a. Prendre le temps de redécouvrir les titres un par un, qualité 4K en plus, je ne vous l'ai jamais proposé, donc c'était plutôt le bon moment je trouvais. Donc ça va venir, sûrement pour ouvrir l'été, là on y est, là pour ouvrir les vacances. Et puis à partir de là, je vous proposerai également une vidéo que je suis en train de construire, la Mangatech idéale, si je ne devais garder que 100 mangas parmi les miens, 100 titres, one shot, série courte, série longue, série très très longue, 100 titres, si je ne devais garder que cela. Eh ben, lesquels seraient-ils? On verra ça un petit peu plus tard pendant les vacances. Aujourd'hui, bah écoutez, on est déjà à la moitié de 2024. Je me suis dit que j'allais vous proposer mes 10 meilleures lectures de ces 6 derniers mois, tout simplement, avec également 2-3 déceptions, également 2-3 mentions spéciales, vous comprendrez pourquoi, et puis quelques séries également que j'ai arrêtées, ainsi qu'un petit rapide aperçu de ma wishlist, les 2-3 titres également que je n'ai toujours pas lus, qui sont sortis, qui m'intéressent. Ce sera à vous dans les commentaires d'essayer de me convaincre. On démarre tout de suite avec la mention spéciale. Alors j'ai passé un très bon moment, voire un excellent moment, voire un moment fabuleux de lecture, mais je ne pouvais pas tout à fait les mettre dans les meilleures lectures nouveautés top 10 de l'année, parce que déjà quand il y a 130 tomes d'une série comme Jojo Land, c'est juste pas possible. C'est le tome 1 d'un nouveau cycle, mais c'était très sympa à découvrir, très sympa à lire. On en reparlera dans un manga vorace, mais c'est du Hirohiko Araki, hein, vous le savez. Les postures, les tenues, le côté fantastique, un peu allumé, couplé avec comme ça quelques comportements très modernes. Bon, ça marche bien, celui-ci il est très chaleureux, il est sous le soleil. Comment ça va évoluer, je ne sais pas trop, mais on prend plaisir à découvrir et redécouvrir toujours l'univers d'Hiro Araki. Il arrive à le renouveler. Est-ce que c'est le meilleur tome 1? Peut-être pas, de ce qu'il a pu faire. Je crois pas. Déjà, Steel Ball Run, là, déjà me pop à l'esprit. Mais on passe un bon moment, donc mention spéciale à lire, évidemment, si vous aimez Jojo. Que dire de la très bonne surprise de Dragon Ball Full Color, du coup. J'étais plutôt inquiet d'avoir tout en couleur. J'étais mitigé et en même temps impatient de découvrir, parce que j'avais bon espoir. Plus je voyais des images, plus j'allais gratter un petit peu comme ça des infos dessus, et je me disais, ah ça va le faire parce que ça va être colorisé, mais avec vraiment le respect des couleurs de l'époque, avec vraiment les couleurs qu'on a déjà pu découvrir dans Dragon Ball. Ce sera pas modernisé, ça va rester fidèle, et c'est plutôt le cas. Alors de temps en temps on a un fond coloré qui est passable, mais globalement on a quand même des couleurs qui sont super sympas, qui répondent super bien à l'univers. Bon, alors j'avais Dragon Ball Pastel, j'avais la Perfect, maintenant j'ai la Full Color. Bon, et puis alors forcément on ne pouvait pas passer à côté, et d'ailleurs je vais attraper au passage le film de la réédition en perfect de Slam Dunk, et puis le film qu'il faut aller voir, qu'il faut regarder, qu'il faut acquérir. Ça y est, je l'ai déjà vu 3 fois, plus la fois au cinéma, hein, quand même, faut le dire. Donc Slam Dunk, là aussi on a quelques pages couleurs, mais c'est surtout le format qui est juste parfait, papier glacé. C'est juste génial, voilà. Mais ça pouvait pas non plus faire partie du top 10 des nouveautés de cette année. Mais alors ça, c'est sûrement une de mes meilleures lectures 2024. Encore aujourd'hui, ben oui, c'est comme ça. Allez, on va passer aux quelques petites déceptions. Voilà, alors j'ai fait l'impasse sur pas mal de titres. Déjà de base, parce que le budget il n'est pas extensible, ça vous le savez. Et puis je me méfie un petit peu maintenant de certains titres. Mon instinct, mon expérience me fait prendre un petit peu de recul. Et je me dis, on verra ça plus tard, ce sont vraiment des très très bons titres, alors peut-être, comme dirait l'autre. Donc j'ai fait l'impasse directement sur Le Poinçonneur, directement sur The Alpine Climber, She Wasn't a Guy, To Beat également, Root Boy, parce que je me méfie des derniers Taniguchi, j'ai trouvé ça un petit peu pénible. J'ai fait l'impasse sur Akumakun parce que je suis en train, et là c'est différent, de faire Kitaro, le repoussant, donc j'ai pas envie de faire les deux séries en même temps. Alors il y avait la réédition de Rave, Groove, Adventure et de IQ, et également de Nodame Cantabile. Bon, non, je passe. Voilà, j'ai été déçu par No Manga No Life également. Je m'attendais à beaucoup mieux, et alors par jouer, là ça c'est ma plus grosse déception. Et puis j'ai décidé d'arrêter 4 titres, à savoir Thunder Free, mais alors je l'ai pas, je sais pas où je l'ai mis, il n'est pas là. J'ai également décidé de stopper pour l'instant Divergelder, Welcome Back Alice et hashtag DRCL, donc Dracula Midnight Children. Pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce que déjà ce sont des auteurs que je possède déjà, des auteurs que j'apprécie énormément et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition du tome 1 et j'ai trouvé ces titres-là plus faciles que ce que les auteurs ont fait précédemment, notamment pour Shuzo Oshimi qui, a l'art et la manière, le savoir-faire de construire, et je pense notamment au Lien du sang, un bon scénario couplé avec ce sentiment de malaise. Et là, un petit peu comme pour Mover Parasite, même si c'est pas de lui, mais Welcome Back Alice joue sur le côté malaisant avec facilité, sans vraiment être accrochant sur le scénario. Bon, c'est un petit peu pareil pour Dracula qui, alors nous envoie mais plein les yeux des dessins exceptionnels, mais bizarrement, ça prend pas aussi bien que pour Ascension, ça prend pas aussi bien que pour Innocent. J'ai pas trouvé ça, pour l'instant, captivant au niveau du scénario, voire même je me suis un petit peu perdu, et quand je parle de je me suis un petit peu perdu, Divergelder, alors là c'est la totale. La totale, ce tome 1 a besoin d'être lu et relu, j'ai pas le temps pour l'instant, je vais voir un petit peu combien de tomes fait la série, parce que de toute façon il y a l'habitant de l'infini en cours, donc je ne suis pas forcément pressé, j'aurai le temps de voir venir, mais c'est pas facile de lecture avec quelques facilités un peu crues quoi, un peu crues qui peuvent être passables, donc voilà, dont on peut se passer aisément. Et c'est pareil pour Thunderfree. Thunderfree, c'est clairement c'est l'auteur de Gantz, hein, faut pas chercher plus loin, c'est lui, ça ne peut pas ne pas être lui, ou alors c'est un plagiat créatif, c'est juste pas possible. Et du coup, moi, si je relis Gantz, ça me convient en fait. Ça me convient, donc est-ce que j'ai envie pour l'instant de continuer Thunderfree si ça part en 20 tomes? Non, si ça part en 8, 9, 10 tomes, pourquoi pas. Donc voilà, je vais prendre le temps, ce sont des titres que je possède le tome 1, ok, on verra ce qu'il adviendra de la suite. Si les séries sont plutôt courtes, alors oui, j'irai dessus facilement. Voilà, je me donne ce droit de prendre un petit peu de distance avec certains titres. Il est temps d'attaquer le top 10, mais pour vraiment attaquer le top 10, il faut aussi savoir que certains titres, je n'ai pas pu les acheter et j'aimerais bien les faire. Je parle de la forêt magique de Oshigahara, je parle de Barbara, je parle de Land, je parle de Subutei, de New Grappler Baki, pour Senpai et une longue route, ainsi que Tokyo Cannabis, parce que j'avais lu l'extrait et j'irais bien acheter le tome 1 pour avoir un avis complet sur ce titre. Alors tous ces mangas-là ne font pas partie du top 10, peut-être qu'ils pourraient en faire partie, peut-être qu'ils feraient partie du vôtre, alors allez-y en commentaire, mettez-vous vos top 10, top 5 comme vous voulez, essayez de me convaincre d'acheter un des mangas que je viens de citer. J'aurais une tendance à aller vers la forêt magique de Oshigahara dans un premier temps, le Renard Doré, la nouvelle édition, nouvelle collection, enfin pas tout à fait nouvelle édition, mais nouvelle collection. Et donc ça me tente assez bien, évidemment, Baki également, mais là Baki on part pour une trentaine de tomes, donc il y a le temps de voir venir, Subutei aussi, mais bon, c'est des séries assez longues, plus de 20 tomes, donc automatiquement, voilà, c'est pas si facile. Voilà, donc maintenant, le top 10 de mes 10 meilleures lectures parmi les nouveautés, donc les séries qui démarrent ou one-shot. Normalement, il n'y a pas vraiment de réédition, il n'y a pas vraiment de suite. Bon, allez, vous allez voir qu'un petit peu quand même, de temps en temps. On démarre avec la 10e position, La fillette de l'enfer. C'est de Hideshi Ino. Nous sommes chez Imasho. J'adore cet auteur. Alors, on a un style graphique à l'ancienne. On est vraiment dans les années 70, avec un découpage plutôt simple, avec un scénario parfois qui va vite. C'est vrai qu'on ne s'étend pas, c'est vrai qu'on ne délaye pas forcément toujours trop. C'est crassou, vraiment, c'est crassou. Ça passe, ça essaye de faire peur, mais ça essaye de faire peur à une époque, il y a 50 ans. Donc des fois ça me fait sourire, je trouve ça un peu dégueu, mais ça passe, on passe un bon moment de lecture avec cet auteur dans cette collection. Je vous les recommande globalement tous, même si c'est Panorama de l'enfer que je préfère. Mais La fillette de l'enfer, franchement, ça fait très très bien le travail. J'ai envie de vous dire une collection à découvrir. Numéro 9, on reste chez Imasho justement avec La collectionneuse. Alors on est un peu dans le même genre, est-ce qu'on voit bien là? Voilà, je pense que c'est bien. La collectionneuse, là c'est Yosuke Takahashi. Et alors c'est incroyable parce que bon, Takahashi, on dirait du Rumiko Takahashi dedans. C'est certains personnages, j'avais l'impression d'être dans Mermaid Forest, avec le côté Eroguro en plus, le côté trash en plus. Des fois, c'est un petit recueil, hein, il y a plusieurs histoires, certaines sont quand même très salaces, voire dégueulasses. Et moi, j'ai bien aimé, je me suis pris au jeu, j'ai lu ça d'une traite. Attention, là on est sur public averti, de toute façon c'est chez Imasho. Alors vous avez vu, ce qui est amusant, c'est que il y a un petit clin d'œil sur la ligne éditoriale, puisque du coup, on reste avec ce dos noir et cette grosse écriture blanche. C'est pas toujours le cas chez l'éditeur, de temps en temps,
notamment pour les mangas un peu plus light, bah, il y a une petite couleur et tout. Mais là, vraiment, ce côté dark, il est bien ancré. Voilà, vous savez à quoi vous attendre. Donc, ça fait 2 titres chez cet éditeur que j'ai vraiment, vraiment bien aimé, bien apprécié. Numéro 8, j'avais dit que j'allais pas faire trop de nouveautés. J'aime pas la cover, j'aime pas ce côté dessin un peu 3D, pas très bien fait. J'aime pas du tout. En revanche, je me suis complètement fait happer par l'histoire, par le style des années 90, par ce côté, mais vraiment manga des années 90, vraiment vintage. Ça a ravivé le côté nostalgie à la lecture et le plaisir de redécouvrir ce genre d'ambiance. Ça passe. Il y a quelques facilités, hein, ça va assez vite, ça bastonne, il y a plein de clins d'œil. Il y a énormément de clins d'œil dans Spriggan, donc je crois que c'est en 8 tomes, 9 tomes, je ne sais plus. Enfin, il n'y aura pas beaucoup trop de volume. C'est une collection double chez Panini, donc on est sur du 16 ou 17 euros, je ne sais plus trop quoi. Vous savez, comme pour non, n'importe quoi, comme pour Eden, Banana Fish, j'allais dire Rokuden Ship Blues, n'importe quoi. Mais ça passe, et je vous disais, il y a énormément de clins d'œil. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du Gantz avec la boule noire. J'ai vu du Gantz avec la combinaison aussi. Donc ça, c'est avant Gantz. Donc on peut penser que Gantz s'est fortement inspiré de ce titre. Bien sûr, il y a pas mal de références, hein. Alors dans le style, vous avez vraiment ce clin d'œil à Appleseed, à Ghost in the Shell, à Akira. Et puis alors d'un seul coup, vous avez des personnages réels de cinéma, enfin des personnages réels de cinéma, mais des acteurs de cinéma. Vous avez Schwarzenegger là-dedans, c'est juste incroyable. Donc ouais, ça marche, il y a plein de clins d'œil comme ça. Ça fait très bien le travail, j'ai hâte de découvrir la suite. Numéro 7, 7e lecture que j'ai vraiment aimé, ce sera en 6 tomes chez Kiyun avec une belle édition de la dorure. Quand il y a de la dorure, Kazuhiro Fujita avec, et c'est pour ça qu'on est un peu dans la suite quand même, Crescent Moon Dance with the Monster Collection Black Museum, voilà. C'est cool, hein. C'est cool. Alors ce qui est bien avec cet auteur-là, c'est que vous en avez forcément pour votre argent parce qu'il y a beaucoup à lire. En général, on en est sur 1 heure de lecture facilement. Alors, je l'ai déjà présenté, il me semble, j'en ai déjà parlé. C'est un bon titre, c'est un très très bon titre de cette collection. Récemment, j'ai fait l'acquisition de Springald que j'ai dévoré également. Et c'est pour ça que j'ai pas encore commencé Subutai, parce que entre Karakuri Circus et entre cette collection-là que j'ai commencé, et puis bon, voilà, donc vous m'avez compris, c'est un auteur, on pourrait vite faire l'overdose aussi par rapport à la quantité de lecture, donc je me méfie un petit peu de moi-même et de mon envie de lire cet auteur. C'est pour ça que Subutai est de côté pour l'instant. En tout cas, moi je vous conseille de toute façon de découvrir cet auteur avec Karakuri Circus, avec la collection Black Museum, pourquoi pas, ou encore avec la nouveauté, donc Subutai. Mais là, je ne sais pas de quoi ça parle, donc je ne vais pas forcément vous la conseiller plus que ça. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment un auteur très appréciable. 6e, et on est sur un recueil d'histoires courtes du maître du manga dans sa période dark, et moi j'aime bien. Alors là aussi on est un petit peu sur une suite parce que forcément on va l'associer, même si ça n'a rien à voir, mais on va l'associer avec le titre qui était précédemment sorti, donc collection Fuji Manga chez Isan Manga, Bomba. Je parle de La Pomme Mécanique, ou juste Pomme Mécanique. C'est un recueil d'histoires courtes et ça fait vraiment... Moi j'affectionne particulièrement Tezuka sur cette période, je le trouve plus vrai, je trouve qu'il maîtrise mieux ses sujets, je trouve qu'il part moins dans certaines facilités, certaines caricatures de personnages. D'ailleurs, les personnages sont un petit peu moins arrondis que dans d'autres titres, ça donne une crédibilité, ça donne un petit côté moderne, et c'est vraiment, vraiment bon, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié de toute façon les deux. Voilà, je vous conseille, moi, l'un ou l'autre. C'est pas forcément par ce titre-là qu'il faudrait découvrir Tezuka, parce que c'est pas représentatif de toute l'œuvre de l'auteur, donc j'aurais tendance à vous conseiller pourquoi pas La vie de Bouddha ou l'histoire des 3 Adolphes, ou j'en passe. Mais enfin, ceux-là, franchement, c'est un vrai coup de cœur, donc gros coup de cœur pour La Pomme Mécanique. Et là, on rentre dans la pure nouveauté, du pur manga, du pur shonen, de la baston. Bien sûr, c'est très à la mode, du voyage dans le temps. Je parle de Nine Peaks que j'ai découvert, que je me suis laissé tenter. J'avais prévu de ne pas le prendre, et puis après avoir lu l'extrait, un long extrait d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'était en ligne qu'il y en avait un. Ouais, il était vraiment long et beaucoup de pages, vraiment beaucoup de pages, donc ça m'a convaincu, bravo. Bravo pour le coup d'avoir mis un extrait aussi long, parce que les extraits de 10, 15 pages, 20 pages, c'est pas assez. Et là, vraiment, vraiment, je crois qu'il y a quasiment un quart du manga de disponible. Enfin, je crois qu'il y a 60, 70.
je sais plus, 80 pages, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de me prendre au jeu. Je me dis, waouh, ben, je vais aller prendre le tome 1 parce que là, ben, j'ai pas assez, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, oui, ça ressemble à Tokyo Revengers, hein. On est d'accord que dans le fond et dans la forme, ouais, on est sur un lien de parenté assez élevé. C'est très moderne au niveau du trait. L'histoire va vite. Les dialogues sont vifs. Bon, il y a le voyage dans le temps. Notre jeune héros là est en train d'enterrer son père. En tout cas, son père est décédé, donc il y a la cérémonie. Il part un petit peu se recueillir sur un lieu avec qui il passait du temps quand il était plus jeune. Voilà qu'il tombe dans l'eau, il se réveille et il a replongé à l'époque où son père était adolescent et number one de la ville, c'est-à-dire le roi de la baston. Et tous les deux vont former un duo inséparable, extrêmement balèze en baston. Bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, on est d'accord au niveau du scénario, mais ça marche très bien et bah moi j'ai lu ça d'une traite, donc le contrat est rempli. Bah je vous conseille, c'est une bonne nouveauté, ouais, de 2024. Moi j'ai bien aimé. On enchaîne ensuite avec un auteur que j'attendais impatiemment dans un tout autre registre, mais alors pareil, sensible, intelligent, bienveillant avec ses personnages, bienveillant avec son histoire et son scénario, et donc bienveillant avec le lecteur. Il n'y a pas à dire. Takashi Murakami. Alors Takashi Murakami, c'est le chien gardien d'étoiles, celui qui vous met 3 baffes alors que vous avez que 2 joues. Je ne sais pas comment il fait, mais enfin bon bref. Pinot, l'IA émotionnelle. Alors forcément, l'IA, c'est d'actualité, l'IA émotionnelle avec notre petit robot là qui va faire dans la première partie du manga quelque chose d'assez inattendu, qui va montrer en fait qu'il a atteint... Alors comment ça s'appelle ça déjà? Comment ça s'appelle? Vous savez vous savez quand l'IA, l'intelligence atteint un niveau d'autodéveloppement là, la singularité. Voilà, la singularité. Donc c'est bien expliqué, c'est simple, les concepts sont pourtant pas toujours, dans le domaine de la science-fiction, pas toujours très simples à saisir, mais là, c'est plutôt pédagogique parce que c'est vraiment bien amené dans un format picagraphique, j'en ai pas parlé, mais bon. Du coup, le chien gardien d'étoiles, je l'ai dans l'édition Sarbacane, donc il irait très bien à côté si j'avais fait l'acquisition du chien gardien d'étoiles dans ce picagraphique. Mais tant pis, c'est pas très grave. Mais voilà, ça, ce sont des beaux formats à lire. J'aime de plus en plus lire ce genre de manga dans un joli format, même si le dessin n'est pas sensationnel par rapport à un grand format comme ça. C'est vrai que pour du grand format, on pourrait avoir envie de se dire je veux des beaux dessins, mais pas forcément. Pas forcément, c'est pas tout à fait ce que je demande. Moi, des fois, j'ai envie de lire un manga de façon très agréable, dans un beau format, parce que le discours, parce que le scénario, parce que le contenu est intéressant et intelligent, et donc mérite d'être lu dans ce genre de format. Je trouve que c'est pas trop mal. Pinot, l'IA émotionnelle, très très bien. Un chouette titre, un chouette manga que je recommande. Petit budget, hein, on est sur la vingtaine d'euros bien sûr, mais allez-y, les yeux fermés. 3e place, mais j'ai adoré, je m'y attendais pas. Alors je pensais que c'était un one shot, et non, c'en est pas un, et tant mieux. Et tant mieux, nous sommes chez le Lézard Noir, nous sommes avec Kazuo Umez, et c'est la main gauche de Dieu, la main droite du diable. Alors là c'est pareil hein, que pour Hideshi Ino et la fillette défigurée, la fillette de l'enfer, pardon, enfin défigurée aussi, ça marche très bien. Vous avez un manga des années 70, vous avez un découpage très vintage, vous avez parfois des dialogues très vintage, vous avez des fois des ellipses scénaristiques, ça va très très vite parfois, bon, ça passe. Mais alors, quel régal, là, dans l'horreur, des fois, c'est... Là aussi, c'est crassou, quoi. Ouh, il y a des idées, ouh, c'est bien, c'est vraiment bien. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, et puis surtout, j'avais l'impression de voir un ancêtre de Junji Ito, mais en mieux. Parce que Junji Ito pourrait remasteriser ce titre en fait, il pourrait le refaire avec sa version, avec son trait, ça marcherait très très bien. On sent toute l'inspiration de Junji Ito, c'est obligé que Junji Ito ait été inspiré par ce genre de titre, c'est obligé. Ça marche très bien et je l'ai dévoré d'une traite. Pourtant en général ce genre de titre, il me faut 2 soirs, parce que j'ai une fâcheuse tendance à m'endormir facilement dès que je commence à lire. Bon, j'en ai pour mon argent, hein, vous me direz, mais ouais, là, j'ai tout lu d'un coup, et ça, c'est très très bon signe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, 2e position, pareil, je m'y attendais pas trop, parce que bon, la cover, autant j'ai passé un très très bon moment de lecture, et d'ailleurs, j'ai enchaîné les 2 tomes d'un coup, autant la cover, je parle de Breakdown, là, avec son bleu, avec son corbeau découpé canevas, là, et puis son Breakdown mauve, noir... Bon, je sais pas, ça parle de la fin du monde et tout, et je trouve que ça marche pas très bien à ce niveau-là. En revanche, Vega Dupuis nous fait un très très bon travail, avec un prix
extrêmement accessible puisque ça c'est 11 €. Donc merci Vega Dupuis, merci de nous proposer également un titre de Takao Saito qui a fait confidence d'une prostituée que j'avais adorée. Et c'est pour ça que je me suis laissé tenter, parce que voilà, je me suis dit, tu peux avoir confiance en cet auteur, tu peux y aller les yeux fermés. Là aussi, on a un style graphique plutôt à l'ancienne, même si le manga n'est pas si vieux, mais voilà, on a un auteur qui n'a pas forcément fait évoluer son trait, donc il fait ce qu'il sait faire, il le fait bien. C'est vrai que de temps en temps, les persos sont un peu figés, c'est vrai que parfois les remarques, les discours datent d'une autre époque, et c'est voire même un petit peu niais. Mais globalement, c'est une fin du monde qui arrive. Alors, c'est Tintin et l'étoile mystérieuse, grosso modo, sauf que ça percute la Terre. Voilà, là, ça percute la Terre, et du coup, on fait moins les malins. Et donc, c'est en 6 tomes sur une catastrophe et un monde post-apo, mais alors post-apo juste après. Hein. Vraiment, on est dedans, quoi. En fait, on n'est même pas post-apo, en fait, on est dans l'apocalypse. Et il va falloir survivre. Ça présage rien de bon, parce qu'il va se passer des événements, c'est intelligent, on sent que l'auteur a fait énormément de recherches, et qu'au niveau du scénario, les événements vont s'enchaîner, vont s'empiler, et véritablement vont s'entasser sur les héros, qui vont devoir subir ça, événement après événement. Ça va être, je sens, de plus en plus dramatique. Les 2 premiers tomes étaient un véritable régal pour le coup, donc j'attends le tome 3, le 4, le 5, le 6, mais oui, excellent moment de lecture. Takao Saito, c'est un auteur à découvrir. Et en premier, c'est une véritable pépite, un BPM, hein, comme dirait Zoulouf. Franchement, j'avais adoré Peleliu. Peleliu, ça fait partie de mes meilleurs mangas, toutes lectures confondues, toute époque confondue, toute collection, bref, ça fait partie de mes meilleurs mangas. On est dans le top 5, top 6, je sais pas trop, mais enfin, on est vraiment tout en haut du classement. Et donc, j'avais un petit peu de méfiance et de défiance vis-à-vis de Peleliu Gaiden, qui allait nous parler encore de Peleliu, encore à la même période, mais avec un peu les PNJ pour le coup, les personnages non joueurs, des personnages qu'on a vus dans l'histoire, mais on va les voir à d'autres moments, des événements des fois qui n'ont rien à voir, à une autre époque, pourquoi pas, ou des événements qui sont en parallèle, et donc il va y avoir des recroisements avec l'histoire. On sait même à peu près quand pouvoir lire les mangas, puisqu'il y a des annotations qui nous permettent de faire le lien. C'est une réussite totale, mais totale, tome 1, tome 2, génial. Ils sont géniaux ces titres, c'est d'une intelligence. Alors Peleliu était top, mais c'est pas moins bon, quoi. Et c'est un vrai tour de force d'avoir réussi à repenser l'histoire de cette façon. C'est absolument génial. Alors si vous avez aimé Peleliu et que vous n'avez toujours pas continué, parce que vous dites, ah oui, bon, allez, encore un cycle, encore une suite. Ah non, 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 non. Là, faut y aller, là. Là, faut y aller absolument. Par contre, si vous n'avez pas lu Peleliu, ne commencez pas par ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nul, je comprends rien. Ou alors, ouais, bon, d'accord, c'est sympa, mais on comprend pas tout. Enfin, vous n'allez pas y trouver votre compte. D'abord Peleliu, si vous n'avez pas lu Peleliu, puis Peleliu Gaiden, pour ceux qui ont Peleliu, et qui n'auraient pas encore passé le cap avec celui-ci. Foncez, c'est absolument génial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est un petit peu plus longue. Je prends mon temps, bah oui, parce que comme je vous propose pas une vidéo toutes les semaines, voilà, on passe un petit moment agréable. Je vous donne rendez-vous très très bientôt, donc je vous l'ai dit, sûrement pour la Mangatech, puis après la Mangatech idéale. Et puis j'ai fait pas mal de lectures, donc je vais enchaîner quelques mangas voraces pour vous les proposer pendant l'été, comme ça, avec un petit sirop à siroter. Et puis la nature est bien faite. Bref, allez, excellent week-end. Lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis... Manga!